Bonjour à tous, bienvenue sur RLP, je suis Lux Alcazo. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Lambert, candidat aux élections européennes sur la liste Défendre les enfants, une liste de lutte contre toutes les formes d'exclusion parentale et familiale et soutenue par l'association Droits du parent et de l'enfant. Bonjour Stéphane Lambert. Oui, bonjour le Gousalien. Ça va et vous? Ça va, merci. En campagne. Vous êtes donc ingénieur indépendant en informatique, président de l'association Équité Parentale, et vous êtes aussi l'animateur d'une émission sur RLP qui s'intitule Famille, Justice, Enfants. Sur cette liste, Défendre les enfants, vous figurez en 3e position derrière la tête de liste Gaël Coste-Meunier, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est Gaël qui a pris le leadership pour cette opération. On se connaît depuis 6 ans, un peu plus de 6 ans. On avait fait ensemble l'opération du 16 mai 2018 et celle du 16 janvier et d'autres. Et cette fois-ci, en fait, on s'est tous regroupés. Il prend la partie administrative et on travaille beaucoup ensemble au niveau du site web, du recrutement des candidats, du travail, du programme. On se partage, on est assez complémentaires en fait, et puis nous essayons de pousser ces thèmes dans la campagne électorale des européennes pour notre pays. Et justement, ces thèmes, donc c'est aussi le nom de la liste, Défendre les enfants. Quel est le sens de cette liste? Alors, cette liste, en fait, au départ, repose sur des points qui sont extrêmement facilement compréhensibles. Nous avons un problème de droits parentaux dans notre pays. Nous avons un problème, en fait, pour s'occuper de nos enfants. Lorsque nous avons le droit et l'autorité de nous occuper de nos enfants, nous avons un problème de recomposition, de gestion des séparations familiales. Nous avons un problème de défense des droits des enfants, de protection des enfants. Ça concerne aujourd'hui quand même beaucoup de gens. Je veux dire, il est courant dans notre société de se séparer. Je veux dire, beaucoup de gens sont des enfants de divorcés ou alors ont divorcé eux-mêmes. Il est relativement courant aussi d'avoir des enfants qui malheureusement se font harceler ou agresser en milieu scolaire ou à l'école et de voir les services de l'État s'en occuper. Nous avons régulièrement besoin d'accès aux gestions, de résolution des conflits de la famille qui aujourd'hui sont devenus absolument dysfonctionnels et obsolètes. Et nous avons aussi des problèmes administratifs d'enfants placés. Maintenant, on ne comprend pas très bien quels sont les motifs de placement de ces enfants, ainsi que les résultats. Ce qui veut dire que lorsqu'on est un éducant, lorsqu'on est un parent, alors qu'on soit un parent hétérosexuel, ou alors un parent de la modernité, d'homoparentalité, ou un parent adoptif, s'occuper correctement de l'enfant que nous avons est devenu de plus en plus compliqué. Et si vous voulez, nous verrons ensemble les raisons pour lesquelles c'est devenu très compliqué de s'en occuper. Et ce que vous dites dans le programme, c'est que au-delà de la famille, du noyau familial, avec les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les familles, les unions recomposées, ça représente toute la population, c'est toute la population qui est concernée. Oui, on a fait une estimation. Actuellement, nous sommes 68 millions d'habitants en France, il y a 14,3 millions de mineurs. Si on va sur l'Europe, les pourcentages sont à peu près équivalents. Il y a 94 millions de mineurs en Europe. Il y a 4 millions d'enfants de parents séparés en France. Il y en a 0,3 millions en protection de l'enfance. Et encore, on a dû avoir les chiffres, on pense qu'ils sont sous-estimés. Donc ça veut dire que ça concerne 30% des enfants, donc à peu près 61% des parents. Et si on inclut les gens dans la famille, le souci seul de la recomposition et de l'enfance placée concerne, je veux dire, à peu près toute la population. Et quand on regarde effectivement les demandes qu'on a, qui gèrent la post-séparation et autres, les délais sont absolument inacceptables. Et puis, surtout, l'ingérence de l'État fait qu'on n'est pas certain que vraiment... je veux dire, l'État, normalement, il est là pour protéger les enfants, la transmission des valeurs, l'éducation des enfants. Normalement, c'est aux parents de le faire. Il y a énormément aujourd'hui de parents qui voudraient pouvoir s'occuper de leurs enfants et qui ne le peuvent pas pour différentes raisons. Et puis, il y a aussi beaucoup de dérives. Je veux dire, si demain, vous avez votre fille ou votre fils qui se fait agresser dans un endroit, que vous allez commencer à vouloir vous en occuper et la défendre, il y a des avocats qui rentrent en jeu, il y a des tarifs à 4 chiffres qui arrivent un peu partout. Ça prend des années. On a des bilans d'état psychologique des enfants qui sont désastreux, des états psychologiques de parents qui sont absolument désastreux, des administrations qui sont absolument incompréhensibles, une absence d'homogénéisation au niveau de l'Europe. Si vous vous mariez qu'une Italienne et puis que demain, par exemple, vous vous déplacez en Espagne, tout ce qui concerne le droit de la famille, la gestion de la famille n'est pas synchronisé entre départements français, mais n'est même pas synchronisé entre les pays d'Europe. C'est cela que vous défendez, l'harmonisation des juridictions. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, nous demandons effectivement qu'un certain code civil, ne serait-ce qu'au niveau de la gestion de la famille, arrive au niveau de la communauté européenne, parce qu'on ne peut pas instaurer un état de Schengen, par exemple, une circulation des citoyens et des habitants,
sans prendre en compte la gestion familiale de ces habitants et de ces personnes qui circulent. Je veux dire, aujourd'hui, les mariages mixtes, il y en a quand même beaucoup, il y en a énormément, qu'ils soient intra- ou extra-européens. Et on a parfois... Les bébés Erasmus, peut-être. Oui, tout à fait. Et puis, personnellement, moi, j'ai vécu en Irlande. Aujourd'hui, je vis en France. Gaël était très lié avec la Pologne. J'ai des amis qui se sont rencontrés en Italie, qui ont vécu en Espagne, qui rentrent en Bretagne. C'est le monde d'aujourd'hui. Je veux dire, le monde d'aujourd'hui n'est plus celui de nos arrière-grands-parents. Nous avons beaucoup évolué dans nos comportements. Vous êtes je sais pas, vous êtes peut-être père, vous serez amené à l'être. Vous aurez des comportements aujourd'hui qui seront très différents de vos grands-parents. Et c'est normal. Et puis, rien ne dit que vous aurez ces comportements dans cette région de France ici. Vous ne savez pas de quoi l'avenir est fait. Et puis là, c'est une demande logique de tenter d'harmoniser les services de protection de l'enfance et tenter d'harmoniser aussi la gestion des familles au niveau de l'Europe. Et donc ça passe par la mise en place, au moins, au minima, d'une base de code civil au niveau de la situation européenne. Dans ce que je lisais du programme, oui, dans votre déclaration de candidature, vous disiez « Nous allons les demander à l'Europe, et si l'Europe dit oui, elle l'imposera à l'Assemblée, puis au département ». Ça veut dire que sur le territoire français, les départements n'ont pas la même façon de traiter les affaires? Alors, il y a plusieurs problématiques quand on parle de la famille, de la gestion de l'enfance en France. Lorsqu'on arrive en bout de chaîne qui s'appelle la protection de l'enfance, anciennement la DAS, qui a été renommée en ASE, Aide sociale à l'enfance. Depuis les années 90, il y a une réforme, il n'y a plus un ministère général, il y a une délégation au département et chaque département prend en compte la protection de l'enfance. Dans l'imaginaire des gens, la protection de l'enfance, c'est aller chercher les enfants qui sont abandonnés, dont les parents sont morts ou qui sont torturés. Voilà, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, il y a énormément d'enfants qui sont séparés de leur famille pour des motifs légers ou des principes de précaution. Ils sont ensuite mélangés aux mineurs non accompagnés, ou alors ils sont ensuite mélangés aux cas graves, dans des structures qui sont des états de désuétude. C'est un peu la schizophrénie de la société qu'on a aujourd'hui, avec un principe de surprécaution et des politiques qui veulent vraiment afficher beaucoup de bonnes intentions, et des institutions de terrain qui ne sont absolument pas capables de gérer correctement les enfants qui leur arrivent, des psychologues qui ont 500 dossiers à gérer, un éducateur pour 300 enfants. Je veux dire, enlever un enfant sur soupçon d'une famille durant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, parce qu'on n'est pas sûr de quelque chose, pour le mettre dans un endroit où il sera vu par un professionnel un quart d'heure par mois, c'est pas forcément une bonne solution. Surtout qu'il n'y a pas une administration nationale pour le faire, chaque département le fait à sa manière, et il n'y a absolument aucun contre-pouvoir. Si vous vous adressez au conseil départemental pour dire « oui, mais là il y a un abus, quelque chose qui ne va pas », il n'y a pas d'interlocuteur, on ne vous répond pas. Donc en fait, chaque département va dire « la justice est indépendante, la justice va écouter le département en question », et puis tout ça va tourner en rond, tout ça va coûter des sommes absolument folles. Je crois qu'on est à plusieurs milliards, on est à plusieurs... Oui, c'est ça, on est à 9,15 milliards d'euros officiellement, parce qu'on a beaucoup de mal à voir les chiffres, hein. Entre 310 000 et 500 000 enfants placés, c'est la ville de Toulouse. Il faut savoir qu'il y a 70 000 prisonniers en France dans les prisons, donc il y a beaucoup plus d'enfants qui sont arrachés de leur famille et qui sont gérés par ce qu'on appelle anciennement la DAS, dans des conditions absolument lamentables. Et lorsqu'on s'adresse au département, il n'y a pas de règles communes. Lorsqu'on s'adresse à l'Assemblée nationale, ils nous disent « ouh là 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 là, mais ce sont les départements et les sociaux, ce sont leurs électeurs et leurs couleurs d'affiches et tout, on ne sait pas trop, on a peur, etc. » Bah écoutez, on va aller en parler directement, nous, au Conseil de l'Europe, on va faire rentrer le thème dans la campagne, parce qu'il est important que tout ceci soit harmonisé. Là, on parle effectivement de la protection de l'enfance, il faudrait parler aussi de l'harmonisation de la justice, la modernisation, la numérisation des services de justice, pour faire en sorte qu'une affaire qui soit traitée dans le Pas-de-Calais soit gérée, et le résultat qu'une affaire soit traitée à Marseille. Il est quand même absolument délirant de voir que... C'est pas le cas en ce moment? Ah non, absolument, parce que le principe d'indépendance fait que chaque tribunal a ses jurisprudence, et ce que nous dénonçons dans le domaine de la famille est malheureusement vrai aujourd'hui dans le domaine, si vous faites agresser demain, vous avez un problème avec un mur mitoyen, un souci d'assurance, un problème de biens, vous allez voir que l'institution judiciaire aujourd'hui est devenue un véritable tapis vert. D'ailleurs, le taux de confiance des Français dans notre système de justice de manière générale avoisine les 25%, donc il est très bas, les gens n'ont pas confiance dans notre système de justice, et les gens qui ont eu accès à ce système de justice en ont encore moins confiance. Alors, si vous voulez, quand c'est pas trop grave, ça va, mais quand ça concerne nos familles et nos enfants, c'est embêtant.
Et donc c'est ce que vous voulez, relever le budget alloué à la justice? Alors il faut savoir qu'en France, effectivement, le budget alloué à la justice est un des plus bas d'Europe. 0,25%, c'est ça? On est à 0,21% du budget, du PIB, pardon, on est à 0,21% du budget, ce qui est absolument tout petit, parce qu'on est à 0,31 en moyenne dans les 44 pays. Nous vous défendons une part du budget supérieure à 0,30% pour chaque État de la Constitution, enfin, de l'Union européenne, et puis un peu plus de juges, parce qu'on n'en a pas assez. Déjà, il faut savoir que si vous voulez aller vous porter plainte parce que votre voisin vous a fait quelque chose et autres, il y en a pour des mois et des années, on peut comprendre, mais si vous avez un problème qui concerne un enfant de 4 ans, on ne peut pas se permettre d'attendre 8,3 mois, on ne peut pas, avec une cour d'appel où il faut attendre 14,1 mois, c'est-à-dire que si jamais vous vous séparez, vous demandez la garde du petit, vous n'êtes pas d'accord avec vous, c'est parti pour 4 à 5 ans de procédure avec à chaque fois des avocats qui vont demander entre 800 et 1500 balles par audience. Il faut tout de même prendre du temps pour régler ces affaires. Je ne suis pas d'accord. Lorsqu'il y a un problème, il faut le gérer au minimum le plus vite possible au départ. On est d'accord. On est d'accord. Pas quand on a un enfant de 4 ou 5 ans on doit garantir son accès à ses 2 parents, on ne peut pas attendre 5 ans de résolution de procédure judiciaire parce que les tribunaux sont engorgés pour des questions de calcul de couche-culotte, de pension alimentaire, alors qu'aujourd'hui tout est absolument calculable, automatisable par la CAF. Je dirais, il y a les impôts, il y a la CAF, il y a le France Connect, tout est numérisé. Donc l'impôt sur le revenu a réussi à faire la transition numérique, la sécurité sociale a réussi à faire la transition numérique, la CAF aussi. Donc tout ce qui est pension alimentaire pourrait être automatisable en janvier, réévalué et autres. Pas besoin de passer par de nouvelles déclarations, etc. Donc ça déjà, c'est un moyen de diminuer énormément tout ce qui se passe au civil et de leur permettre de s'occuper des véritables problématiques. Et puis ça concernerait des personnes qui sont plutôt jeunes, entre guillemets, et donc potentiellement plus adaptées aux services numériques. Il n'y aurait pas de problème de... Le problème, si vous voulez, c'est que quand la justice commence à partir en vrille, ne fonctionne pas parce que déjà elle n'a pas su se moderniser, elle n'a pas su s'automatiser, elle n'a pas su quitter le papier pour passer en transition numérique, des comportements s'installent, des personnes commencent à vouloir faire, à force de perdre d'indépendance, on en arrive, si vous voulez, des niveaux, des fois où lorsqu'on fait des propositions parlementaires à l'Assemblée nationale, on essaye d'enlever toute notion d'interprétation pour qu'elle ne soit pas dévoyée dans leurs applications. Alors encore une fois, parce que ce sont des sujets qui ne sont pas très graves, comme votre jardin, la taille de la cuisine, votre voisin qui fait du bruit, on peut comprendre, mais quand c'est votre enfant de 5 ans qui rentre de l'école avec une plaie aux fesses, par exemple, vous faites comment ? On attend 6 ans avec les services sociaux qui viennent et puis qui séparent tout le monde? Non, moi je ne suis pas d'accord. Lorsqu'on se sépare avec quelqu'un et puis qu'elle va en Italie ou en Espagne ou lui et autres, qu'est-ce qu'on fait? On vend sa voiture, sa maison avec des frais qui ne sont pas déduits des impôts sur le revenu, qui ne sont pas déduits des cotisations CAF, donc en fait qui viennent de votre argent personnel ou de vos économies personnelles. Non, c'est pas à nous, c'est pas aux familles de payer sur leur argent personnel pour protéger leurs enfants et pour protéger en fait leur vie personnelle, leur vie familiale. Donc que ça marche pas pour aller gérer les voitures et les produits douaniers, certes, mais pour nos gosses, non, on n'est pas d'accord. Voilà. Quelles sont les autres propositions fortes que vous souhaitez porter au niveau européen et pourquoi est-ce important de les porter au niveau européen, au Parlement européen ? Alors, c'est important de les porter au niveau européen parce qu'on s'est rendu compte que tous nos essais qu'on avait effectués au niveau local, au niveau national, étaient assez peu couverts. Et puis qu'il y a une primauté. Déjà, il y a la CIDE, il y a la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été votée. La France a adhéré à la Convention internationale des droits de l'enfant. Elle n'applique pas ce qui a été voté ? Elle n'applique pas ce qui a été voté. Nous avons dit très clairement nous avons assumé dans cette CIDE qu'un enfant a le droit à avoir l'accès à ses 2 parents, sauf en cas effectivement de toxicité avérée et prouvée. Nous avons aujourd'hui dans notre pays un énorme nombre d'enfants qui sont déparentés, donc des systèmes d'exclusion parentale sur des choses qui ne sont pas justifiées. Lesquelles ? Écoutez, c'est simple, vous avez une séparation qui se passe mal aujourd'hui, 30% des enfants placés, c'est pour divergence éducative, donc les parents se fâchent, ils se disputent, ils commencent à se fâcher l'un l'autre, les services sociaux ils vont venir, ils vont prendre les enfants, ou alors quelqu'un va commencer à accuser l'autre personne de telle ou telle chose. Le principe de précaution fait qu'on va l'empêcher de voir l'enfant durant le temps de l'enquête, alors que, si vous voulez, on n'a pas le temps de faire des enquêtes correctement, puisque ne
serait-ce qu'à Périgueux, par exemple, un grand nombre de dossiers prennent la poussière sur les étagères et que, encore une fois, les gens ont une vision idéalisée de système de résolution, de gestion de la famille en France, mais ce système idéalisé est complètement schizophrénique lorsqu'on se rend compte qu'il n'y a plus de psychologues, qu'il n'y a plus de psychiatres, que les CMP sont complètement surchargés, que les travailleurs sociaux, on en a viré plus de la moitié parce qu'ils ne peuvent pas se faire vacciner, donc ils sont pas là. Mais quand on parle de violence et d'abus potentiellement sexuels, c'est quand même quelque chose de grave et important dans la vie d'un enfant. Absolument. Il ne faut pas non plus prendre, perdre du temps et ne pas prendre de précautions, ça peut avoir des incidences sur la vie et sur toute la vie de l'enfant. Oui, mais l'excès de précaution aussi, il y a un juste milieu à faire et c'est dommage en fait si vous voulez que... Alors on va partir sur ce problème effectivement de la protection de l'enfant parce que dans notre cas, nous on dit qu'effectivement il est malheureux qu'il y ait autant d'enfants qui ne puissent pas avoir accès à l'éducation de leurs parents alors qu'on sait qu'un enfant est un triptyque, il a besoin de ces deux composantes éducatives, il a besoin de l'accès à son père, à sa composante paternelle, il a besoin de l'accès à sa mère, à sa composante maternelle. Qui ou aux parents deux. Ou aux parents 1, parents 2. Oui, c'est pour ça que je parle de composantes, tout à fait. J'ai reçu ici Marie-Estelle Dupont sur cette antenne, Alain Bourregba, enfin j'ai eu plus de 200 invités qui étaient de la neuropsychologie à l'éducatif ou aux sciences humaines. On a beaucoup discuté, ils m'ont tous confirmé ça, Sophie Demi-Jola-Méor, Gérard Poussin, Joël Monzi, absolument tous. L'enfant a besoin d'accès à ces deux composantes et le priver de ces composantes comme ça est absolument... c'est une nuisance. En fait, il y a un équilibre qui est à faire. Alors, si on va dans la protection de l'enfance, effectivement, nous avons effectivement des soucis pour protéger nos enfants. Aujourd'hui, si votre enfant se fait agresser, vous allez vous le plaindre, vous avez une énorme chance qu'on vous le prenne. Et c'est absolument insupportable. Imaginez, vous êtes une femme, vous avez été victime de violence en tant que femme dans votre couple, vous allez porter plainte pour violence familiale, il y a une possibilité assez conséquente que les services se disent vous n'avez pas su protéger votre enfant de ce à quoi ils ont été confrontés et donc ils vous le prennent, ce qui est une double peine et ce qui est absolument insupportable. Vous avez des cas où par exemple on va dire monsieur a fait ceci ou madame a fait cela, par principe de précaution, on n'est pas sûr, quelqu'un dans un tribunal, dans un bureau va dire nous ce qu'on voudrait c'est que les systèmes d'enquête si vous voulez soient faits par des gens qui ont de l'expérience dans l'éducatif. Aujourd'hui il faut savoir que tout ce qui est prévention est fait et réalisé dans notre pays par des administratifs. C'est-à-dire des personnes qui ont fait des concours de fonctionnariat comme attachés de préfecture ou ce genre de choses, ou alors qui sont passés par des assistantes sociales, et donc ils sont administratifs. Ce ne sont pas des gens qui ont des formations de psychologie, ce ne sont pas des formations qui ont été éducateurs et qui ont été confrontés durant 20 ou 30 ans à ce que c'est que l'ADAS et ce que c'est que vraiment les systèmes de protection de l'enfance. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que les systèmes de prévention soient effectués par des gens qui déjà aient eu eux-mêmes des enfants, si possible, ce ne soit pas, voilà, parce que je suis désolé, mais personne ne comprendra ici ce que signifie vraiment l'âge tendre d'un enfant tant que vous n'en aurez pas eu un et qu'il n'en sera pas sorti. Et vous en avez eu un ? Absolument. Et c'est peut-être de là que vient votre engagement ? Oui, mais c'est pas. Je porte en fait avec moi plusieurs centaines de dossiers, et puis si vous voulez, c'est un combat qui nous dépasse personnellement, donc c'est pas forcément la problématique aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, on a cette protection de l'enfance qui dépend du département, qui est purement administrative dans sa gestion des risques, dans sa gestion des risques et puis de ces enquêtes, devrait être modernisée et gérée par des professionnels. Et nous demandons, nous défendons, nous exigeons d'ailleurs que, par exemple, les audiences des enfants soient filmées, numérisées, archivées, accessibles ensuite par l'huissier en cas de problème, de manière à ce que nous soyons vraiment dans des systèmes où le citoyen... parce qu'il y a un problème aussi, c'est que vous allez commencer par dire que votre enfant s'est fait agresser, vous allez commencer par dire que vous êtes séparés, vous allez commencer par dire que vous avez déménagé, enfin il y a un problème, la roue va se mettre à tourner. En plus de ces délais qui se mettent et de ces frais qui se rajoutent, vous avez un droit qui est dévoyé. Nous sommes, dans un système de droit romain qui est basé sur le principe du contradictoire. À partir du moment où vous arrivez dans la justice familiale, ou pire, dans la justice du juge des enfants, qui parfois les deux se chevauchent grandement d'ailleurs, ce droit est dévoyé, vous n'avez plus vraiment de recours, vous n'avez plus de contradictoire, vous n'avez plus d'accès aux pièces, on rentre dans la confidentialité.
Et il y a des notions, comme tout est local et que les gens se connaissent beaucoup, il y a des notions d'habitude qui rentrent en jeu et c'est pas possible. Voilà. Donc nous, on veut vraiment que déjà les notes d'audience soient retranscrites automatiquement au niveau des textes par IA. Ça prend pas beaucoup de place. Hein. Donc déjà, voilà, tous les greffes pourraient se recentrer sur le travail vraiment important à faire plutôt que de taper à la machine pour essayer d'écrire tout ce que tout le monde dit. Et puis que les audiences soient filmées de manière à éviter que des personnes mentent, parce qu'aujourd'hui, comme le système marche mal, il est dévoyé. Quand un système est perverti, eh ben, les pervers en profitent et ça porte du mal à nos enfants. Et pour revenir à votre question originale, effectivement, un enfant qui se fait agresser ou qu'on suspecte d'être agressé, c'est un enfant qui va rentrer dans un système qui va vraiment lui faire beaucoup plus de mal qu'il en avait au départ. Parce que très souvent, un enfant en bas âge, si vous voulez, c'est pas parce qu'il dit quelque chose qui n'est pas forcément vrai qu'il ment. C'est plus profond que ça. Je veux dire, un enfant avant l'âge intermédiaire ou au départ, c'est quelqu'un qui ne réagit pas comme un adulte. Sa notion de vérité n'est pas forcément la même que celle de tout le monde. Mais il est très important de regarder au départ pourquoi un enfant exprime quelque chose. Est-ce qu'il a été instrumentalisé? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose qu'il essaierait d'exprimer de manière un petit peu détournée? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et surtout, il faut empêcher que la situation le marque et rentre vraiment dans sa personnalité et lui fasse du dégât sur la durée. Donc il faut que tout ce plus possible, on regarde, qu'on dépoussière, parce que très souvent, c'est l'environnement qui fait la marque et puis qui fait le dégât sur l'enfant, plutôt que l'événement auquel il est confronté. Et quand ce dégât se déroule sur des années, qu'il est rappelé en permanence, une petite fille qui va se faire agresser sexuellement à l'école, ça va prendre, et durant toute sa vie, elle va entendre, elle s'est faite, on va le lui rappeler toute sa vie, alors que le but du jeu aurait été de le lui faire oublier le plus vite possible. Vous voyez? C'est pour ça que je dis qu'il faut aller voir dès le départ et gérer dès le départ. Et pour ça, il faut que les gens aient les mains libres et les possibilités et des connaissances comme et qu'il y ait une certaine homogénéité de réaction. Et c'est important parce que c'est nos gosses. Et donc ça passe par un rehaussement du budget, évidemment? Je ne sais pas forcément, parce que ce n'est pas une question d'argent. Il faut quand même de l'argent pour former ces gens-là. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. C'est un discours qu'on entend tout le temps. L'argent, on a 9,15 milliards d'euros actuellement pour 310 ou 500 000 enfants placés. Ça ne marche pas. C'est une question absolument lamentable. La plupart des enfants qui ont été placés à l'ADAS, maintenant à l'ASE, sortent illettrés, en situation d'échec scolaire. Donc, c'est mettre l'argent dans les hôtels. Dans d'autres endroits. Oui, c'est notre travail plus intelligemment, c'est-à-dire en fait la numérisation, la modernisation, l'automatisation de ce qui est automatisable, la formation des intervenants, payer correctement effectivement les gens pour que ça paye correctement, mettre en place des systèmes pour que ceux qui travaillent mal ne puissent pas travailler. Il y a bien un fichier de délinquants sexuels qui fait en sorte que les personnes qui sont malheureusement attirées par l'enfance ne puissent pas travailler par la suite à l'enfance. Et ben nous nous défendons aussi. Nous voulons que les gens qui se comportent mal ne puissent plus continuer à accéder à ces services qui sont fondamentaux. Voilà. Vous avez donc cette proposition de l'harmonisation. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont importantes à vos yeux, qui doivent être rappelées? Oui, on va rappeler effectivement que l'autorité parentale établie de fait de la naissance de l'enfant. Donc ce sont nos enfants, ce ne sont pas les enfants de l'État. On n'est pas au Québec, ici, il n'y a pas la loi 15. On n'est pas dans un régime communiste non plus. Non, pas encore, si vous voulez. On est dans un régime où on a du mal administrativement, où on voit qu'il y a une désagrégation en fait, de l'État. L'État délègue beaucoup son autorité à des associations 1901 avec délégation de services d'État en disant justement on saupoudre d'argent et ils vont se débrouiller. C'est pas forcément la façon que nous on voudrait que ça se fasse. On pense que lorsqu'on dépense 9,15 milliards à gérer les conséquences de mauvaise gestion, quand on regarde combien coûtent les APL et puis ne serait-ce que aider et soutenir les familles qui parfois ont un petit peu de mal coûterait moins cher et auraient de bien meilleurs résultats sociaux que de séparer les gens sur parfois seulement des soupçons pour ensuite on gérer les conséquences jusqu'à leur majorité et après. Voilà, parce que on a beau dire, mais un gamin qui est séparé de ses enfants à 10 ou 11 ans parce qu'on ne sait pas trop, on y a consacré 1h15 d'enquête, on a écrit 3 papiers, et puis 2 ou 3 personnes qui n'ont jamais eu d'enfants de 24 ou 25 ans ont estimé que, et puis après tout se met en route parce que personne ne prendra jamais le risque de dire qu'il ne faut pas le faire. Peut-être qu'il vaut mieux mettre des professionnels qui ont des véritables compétences de soutien et d'éducation pour aider tout ceci à continuer à avancer cas un cas. C'est mieux que de
produire des punks à chiens et des futurs enfants qui parfois se comporteront mal envers eux ou envers les autres. Mais vous appelez tout de même à la responsabilisation des parents? Mais évidemment, à force de prendre les gens pour des enfants, ils le deviennent. Donc oui, on appelle à la responsabilisation des parents, mais les parents, si vous voulez, c'est à eux d'éduquer leurs enfants. Alors certains ne veulent pas le faire, je suis d'accord, mais il n'est pas normal qu'un parent qui souhaite éduquer son enfant, dont il n'a pas été démontré qu'il n'est pas capable de le faire, ne puisse pas le faire. Ça, c'est la première chose. Demain, vous faites un garçon, vous faites une fille, même si vous n'entendez plus avec le père ou avec la mère, même si une institutrice ou quelqu'un de l'école vous a un petit peu dans le nez, ça reste votre enfant avant tout. Et à partir du moment où il n'a pas été démontré que vous êtes complètement starbé, on n'a pas à vous empêcher d'y accéder, on n'a pas à vous empêcher d'y transmettre les valeurs, et c'est à vous de l'éduquer, c'est à vous de vraiment de le former, d'accompagner cet être vivant, y compris durant son adolescence et autres, et non pas à des institutions qui vont venir se substituer à vous et qui le font mal par définition. Et aujourd'hui, je suis désolé de dire que la grandeur des chiffres nous fait vraiment tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes dans l'urgence et ce thème est aussi présent en Espagne, il est aussi présent dans beaucoup de pays d'Europe, il n'y a aucune homogénéité, on ne peut pas, nous avons besoin, nous sommes en 2024, nous sommes au 21e siècle, il faut que l'on instaure l'égalité homme-femme dans la famille, il faut que l'on protège nos enfants, il faut que l'on arrête de fonctionner avec des papiers comme ça, où on va tuer des arbres pour se communiquer des messages, il faut qu'on arrête de laisser des prestataires payants obligatoires se mettre entre nous et le service public. Et il faut rappeler que le service public est un service public, il est donc là pour travailler avec nous, pour nous, et non pas contre nous. Vous parlez de l'égalité des genres, donc il y a encore en France des discriminations de genre liées aux séparations des couples? Alors, l'égalité homme-femme est effectivement un combat qui a démarré il y a un certain temps. On en a parlé avec Catherine Castelin-Meunier ici, avec Madame Castelin-Meunier, je m'excuse, qui est à l'origine de la loi de Ségolène Royal en 2002, et puis de nouveaux congés parental-paternité, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est arrivé il y a quelques mois, qui était pour la deuxième fois, qui a été rehaussé, qui est une bonne nouvelle. Notre société a beaucoup muté à la révolution industrielle, dans les classes populaires. Avant la révolution industrielle, l'éducation des enfants dans les classes populaires se faisait beaucoup à deux, tout le monde allait ensemble au champ, s'occupait des gosses, ils grandissaient ensemble. Il n'y avait pas une séparation des tâches, ça peut-être dans la haute bourgeoisie et puis la royauté, mais c'est le fait que les usines sont arrivées et puis qu'on a commencé à faire sortir les gens 10 heures, 12 heures par jour pour privilégier des tâches mécaniques de leur environnement qui a fait qu'on a beaucoup dit madame fera beaucoup ceci, monsieur fera beaucoup ceci. Quand on regarde au niveau ethnologique ce qui s'est passé avant cette période-là, c'était extrêmement différent. Donc actuellement, nous vivons un rééquilibrage. Nous vivons un rééquilibrage effectivement de ce qui se traduit par l'accès aux enfants. Moi, je suis pour l'égalité homme-femme. Ça ne me dérange pas d'avoir une présidente de radio qui soit une femme. Ça ne me dérange pas. Je veux dire, moi, je suis pour l'égalité en tant que performance, tout simplement. Je ne regarde pas ce que les gens sont venus de naissance. Je regarde ce qu'ils sont venus par leur habitude. Oui. Je parlais des séparations, lors de la séparation des couples et de l'attribution de la garde de l'enfant. Ce que vous dites, c'est qu'il y a... Il y a un phénomène, effectivement, qui existe, si vous voulez, c'est le fait que les institutions qui gèrent... Alors déjà, quand on gère une séparation, on va au tribunal. Le tribunal, c'est quand on fait quelque chose de mal. Donc, ça s'assimile à une punition. Moi, j'avais jamais foutu les pieds dans un tribunal avant de me séparer avec mon ex-femme. Et beaucoup de gens sont dans cet état-là. Et là, si vous voulez, le concept ronronne un peu et se base sur des archétypes qui sont un petit peu antidiluviens, qui sont peut-être... qui datent d'un certain temps. Et il peut y avoir, en début de chaîne, parfois, dans les statistiques, il peut y avoir effectivement un certain penchant. Dans les cas de désaccord, encore une fois, le manque de numérisation de la justice nous empêche d'avoir des véritables statistiques. On se voit que ce n'est pas fait exprès, des fois, quand même, parce que là, il ne faut quand même pas déconner, en 2024, qu'on n'arrive pas à avoir des stats réels sur le pays, parce que chacun fait ce qu'il veut de son côté avec des feuilles de papier. Passons. On ne va pas continuer trop sur ça. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous allez avoir 7 ou 8% de garde attribuée au père en cas de désaccord. Ce qui veut dire que, comme beaucoup de pères renoncent, ne demandent pas, s'ils ne sont pas d'accord, ils l'ont quasiment jamais, parce que ça contient aussi les mères qui sont dysfonctionnelles, et ça contient aussi les adolescents qui imposent leur point de vue. Nous avons une progression de la résidence alternée, nous avons des questions d'habitude qui se font aussi dans les comportements. Beaucoup de parents sont
déconseillés, on leur déconseille par leurs avocats leur déconseillent de demander l'ARA, ils disent donc qu'ils ne la demandent pas. Et puis après, il y a des gens qui disent oui, mais s'ils la demandent pas, c'est qu'ils la veulent pas. Écoutez, il y a beaucoup de femmes qui sont moins payées que les hommes dans leur travail, elles se plaignent pas, c'est donc elles sont d'accord. Vous voyez, c'est après le même genre de raisonnement. Dans la CIDE, un enfant a accès à ses deux parents et transmettre ses valeurs à un enfant, ce n'est pas être papa popcorn 4 jours par mois, c'est l'avoir un minimum de temps. Et puis il a été démontré qu'une fois que l'enfant arrive aux 4 pattes et se sépare des besoins fondamentaux, l'état de la recherche universitaire aujourd'hui nous démontre que la résidence alternée, par exemple, est un pacificateur. Et lorsque le deuxième parent quitte la région, il n'est pas forcément aux abords de son enfant pour s'en occuper, donc c'est compliqué mais effectivement, il faut regarder si les conditions sont favorables, mais après est-ce que c'est normal qu'un parent quitte la région lorsqu'il a un enfant? Un enfant est une responsabilité, il n'y a pas de bouton reset, c'est pas un sac de sport qu'on emmène, vous avez fait votre gamin, voilà, vous avez fait un enfant, il y a l'autre parent est à côté, on ne prend pas l'enfant pour aller à l'autre bout du pays pour une semaine de réflexion qui va durer des années pour empêcher l'autre et le punir, ça ne se fait pas. Ce que vous dites, c'est l'enfant reste dans son environnement, c'est ça? Je dis que tous les titulaires de l'autorité parentale doivent être consultés pour les changements majeurs de l'enfant. Et faire déménager un enfant hors de la proximité de l'autre parent n'est pas un acte usuel. Voilà. Donc, effectivement, c'est pareil pour tout. On a des responsabilités. On ne prend pas un enfant sous le bras pour aller à 4 heures de route pour empêcher l'autre de l'avoir la moitié du temps. Ça va falloir arrêter. C'est pas possible. C'est pas entendable parce que un enfant, il a besoin de ses deux parents. Donc ça, il faudra le regarder un jour. Ouais. Juste avant de terminer, qu'est-ce que vous voulez dire à nos auditeurs et aux électeurs qui sont potentiellement des électeurs de voter pour vous? Pourquoi votre liste? Pourquoi défendre les enfants? Alors, défendre les enfants, parce que ce sont nos enfants à tous. Vous savez que je parle absolument à tout le monde. Je parle à des gens qui sont... ici, nous avons des gens de gauche, d'extrême gauche, des communistes. Y compris les jeunes adultes en âge de voter qui n'ont pas forcément d'enfants? Mais parce qu'ils ont été des enfants puis qu'ils vont l'être plus tard. Et puis même cette génération-là, la génération Z dont on parle à tout le monde, je pense que dans un état psychologique qui est absolument très critique, on avait beaucoup de psychologues ici qui sont passés, qui nous ont dit que nous avons notamment une population qui a un état psychologique qui actuellement qui est proche d'un état en guerre, avec des femmes, des jeunes filles qui ont très peu envie de faire des enfants, avec des hommes qui ont extrêmement peu envie d'avoir des carrières pour aller conquérir et combattre et qui sachant que le président veut passer à une économie de guerre. Oui, on entend beaucoup de choses, mais en fait, si vous voulez, ils savent au fond d'eux que quelque part, si jamais ils font un enfant, il faut que ce soit le leur. Vous voyez, et ça ils le comprennent, et ils savent au fond d'eux et ils l'ont vu autour d'eux, que lorsque l'État rentre trop dans la sphère privée, lorsque l'État est trop fort et il tente trop de s'occuper des choses naturelles à notre place, ça se passe mal et on en souffre. Donc quelque part, c'est tout le monde, que vous soyez franc-maçon ou pas, protéger. C'est des sujets, c'est tellement long, on n'a pas pu parler de tout, mais nous on milite aussi pour la protection des enfants. On ne veut pas que les enfants soient confrontés à du contenu qui soit agressif ou trop sexualisé. Je veux dire, former les enfants à la notion de consentement. La notion de consentement, ça veut dire être capable de dire non. C'est ça que ça veut dire en fait. Donc il faut expliquer aux gens que tant que tu n'es pas capable de dire non, tu n'es pas consentant. Et ça s'explique assez facilement. Il n'y a pas besoin pour ça de montrer des films porno ou des horreurs aux gosses. On sait que les enfants ne sont pas... un raisonnement d'adulte ne s'adapte pas à un raisonnement d'enfant qui lui évolue à son style. Et là-dessus, moi j'aime beaucoup le discours de Marie-Estelle Dupont. Nous voudrions protéger les enfants à ce qui se passe par rapport à sur Internet. Et justement, votre opinion là-dessus. De mineurs. Votre opinion là-dessus. Pédophilie. Ce genre de choses, quoi. Votre opinion sur l'accès quand même assez simple, assez démocratisé aux sites pornographiques, notamment pour les enfants. Quelle est votre opinion là-dessus? Comment l'Union européenne devrait légiférer? Je pense que nous sommes aujourd'hui tout à fait capables d'interdire sur Internet, de limiter l'accès à des sites Internet pour des positions politiques ou parce qu'ils sont tout simplement des opposants à la pensée dominante. Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à protéger nos petits et nos enfants du caractère pornographique de certaines choses qui devraient être limitées uniquement aux personnes qui sont capables, aptes et qui comprennent tout à fait ce qu'elles font lorsqu'elles veulent le consulter de leur propre choix, leur propre accord. Voilà.
Merci Stéphane Lambert d'avoir été avec nous. Merci. RLP.